où on va éviter même d'aller sur le chemin de l'école et on est tellement mieux à la maison, comme ça on est protégé. Et tout change, toute variation de comportement brutal. Un enfant qui jusque-là est enjoué, qui est calme, qui devient agressif, qui vous rejette, qui vous agresse, il faut se poser la question. C'est pas anodin, c'est pas pour vous embêter. Les jeux de défi. Alors là, on est un peu plus, peut-être un peu sur les plus grands, le 4 t'es pas 4. Hein. Il y a eu pendant un moment là, ça a un petit peu diminué, on en entend beaucoup moins parler, mais il y a eu un moment, c'était vraiment d'actualité, c'était vraiment très compliqué. Donc là, c'est l'influence du groupe et puis la recherche d'exploits, ça touche quand même beaucoup plus les adolescents. Et on a eu quand même des accidents graves, notamment de jeunes qui montaient sur les trains et que l'on défiait, et qui, monter sur le train, quand le train est à l'arrêt, c'est déjà pas très intelligent, mais quand en plus le train roule, vous voyez bien l'issue qui se passe. Et c'est vraiment le défi, c'est pour être comme les autres et parce qu'on ne veut pas être le dégonflé de la bande. Et alors, on a eu aussi le jeu du TGV, le jeu du torero, hein, le jeu de l'autoroute, c'est le même principe. Donc, on passe à toute allure devant un train, ou on traverse l'autoroute à toute allure à pied, et puis on est invincible. On a plusieurs vies. Dans les jeux vidéo, même si le joueur se fait renverser, c'est pas grave, après on clique et on repart. Sauf que dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Le jeu de la dynamite, alors ça a un reflux puisque désormais, normalement, la vente de pétards et d'objets pyrotechniques est interdite normalement aux mineurs. Et comme ils sont très malins, ils arrivent toujours à trouver ce type d'objet. En conclusion, les jeux dangereux et les pratiques violentes, intentionnelles ou contraintes, voyez bien, présentent un véritable danger pour les jeunes et peuvent présenter des séquelles psychotraumatiques. Donc, au risque de me répéter, je le répéterai encore, soyez attentifs aux signes. Alors, c'est pas l'idée, c'est pas de vous faire peur et puis que tous les jours vous soyez en train de regarder le coup, etc. Mais tout changement dans le comportement de votre enfant, toute stratégie d'évitement de l'école doit vous alerter. D'accord ? Je vais un petit peu vite, mais avant de passer à une deuxième thématique et continuer de plomber, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez que je revienne sur quelque chose ou que j'explique un peu plus, ou est-ce que ça va? Non? Moi, je savais que je ne me ferais pas. Continue alors sur le harcèlement. Alors, quand même, avant d'arriver au harcèlement, quand même la prévention, c'est le travail que je fais. Alors, quand on dit conseillère technique auprès d'inspecteurs d'académie, donc moi je suis plus dans le champ social, nous sommes 3 conseillères techniques, une conseillère technique au niveau du service infirmier, une conseillère technique au niveau du service des médecins. Et donc on dirige des services qui sont vraiment complémentaires. Alors évidemment, me concernant, nous on n'est pas dans le premier degré, mais pour les infirmières et les médecins ils sont dans le premier degré, ils sont vraiment là pour accompagner les enfants, accompagner les équipes au quotidien, et ce sont vraiment des interlocuteurs privilégiés. Donc toute inquiétude de votre part, alors à la fois de vous adresser à l'équipe évidemment de l'école, mais aussi ne pas hésiter à prendre contact avec l'infirmière de l'établissement scolaire, quel qu'il soit, parce qu'il y en a toujours une qui a l'école, même si on ne la voit pas toujours, elle est référente d'une école et elle intervient, ou le médecin scolaire, pour avoir un rendez-vous, pour clarifier les choses, pour être rassuré, pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Donc c'est vraiment le travail comme conseillère technique auprès de l'inspecteur d'académie. Bon, il y a plein de dossiers, mais c'est vraiment de venir, de faciliter cette rencontre avec les parents, d'être dans la coéducation, c'est-à-dire que nous, sans vous, on ne peut pas faire grand-chose.
Voilà. Et vous, sans nous, c'est plus compliqué de faire quelque chose. Donc on doit travailler de façon complémentaire pour pouvoir accompagner vos enfants le plus loin possible dans leur scolarité, le plus sereinement possible. D'où ma présence ce soir pour vous donner des indicateurs. Alors, on va attaquer le harcèlement. Et vous verrez, je vais répéter des choses que j'ai dites parce que dans les violences à l'école, les deux dossiers sont assez similaires, mais actuellement quand même, on est beaucoup plus sollicité sur le champ du harcèlement, et je pense qu'il y avait un gros travail à faire effectivement en termes de repérage, en termes de dispositifs, et c'est vraiment une priorité nationale de notre ministère qui a décidé de nommer des référents au niveau de l'académie et au niveau des départements, de façon à ce que les familles aient un interlocuteur privilégié. Donc je vous dirai en fin de présentation à quoi nous servons et comment nous travaillons. De quoi parle-t-on? Alors, le harcèlement, c'est une violence répétée. C'est pas une fois. C'est pas parce qu'il m'a bousculé dans la cour, ou qu'il m'a fait un croche-pied, ou qu'il m'a tiré les cheveux, je suis harcelée. La cour de l'école, c'est le lieu de socialisation. L'entrée et les sorties, vous avez bien vu, les enfants sont excités, ils se bousculent quand ils rentrent à l'école, quand ils en sortent, etc. Cette rencontre fait partie de la socialisation et un peu la hiérarchie entre enfants. Il y a les plus forts, les plus costauds, les plus osés, les plus timides, etc. Et cette socialisation est nécessaire pour que chacun se construise et affirme ses capacités, ses compétences. Donc l'enfant timide, il va s'affirmer différemment que celui qui est un peu plus à l'aise dans sa personnalité, dans son comportement. Ça, c'est la socialisation ordinaire. Mais à quel moment ça ne devient plus ordinaire et normal? Donc c'est une violence répétée, elle peut être verbale. Alors le symbole du ballon, je l'ai volontairement choisi. D'abord parce qu'il rebondit. Il rebondit, donc la violence, elle est répétée. Elle tombe, elle tombe, elle retombe, elle retombe toujours sur la même personne. S'entendre dire toute la journée « Ah, qu'est-ce que t'es nul, qu'est-ce que t'es moche, qu'est-ce que t'es pas belle, qu'est-ce que t'es pas bien habillée, ah ben qu'est-ce que t'es si... » ça finit par détruire, ça devient insupportable. Le ballon, c'est aussi le jeu. On joue au ballon, hein, on se le passe. Et quand on ne passe pas le ballon, et que volontairement on exclut dans un jeu collectif un enfant, ça fait partie des violences. Et c'est drôlement rigolo, on passe le ballon copain, copine, et puis il y a l'autre là, exprès, on l'isole, on l'exclut. Donc le ballon, c'est important. Mais le ballon, ça peut être une arme. Le ballon, si je le lance, il peut me couper la respiration, il peut me faire tomber, il peut me cogner la tête. Donc le ballon, c'est un symbole très puissant à l'école. Voilà, je tombe, je le répète, donc les violences physiques. Et ça retombe encore. Violence morale. Et ça retombe encore sur les violences à caractère sexuel. Donc toutes ces violences-là, alors pas toutes ensemble heureusement, mais d'une façon exercée, de façon répétée, continue, toujours sur la même personne, ça participe au processus du harcèlement. Pour autant, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, qui a toujours existé. Hein, le gros, le roux, le petit, le grand, le moche, le binoclard, le premier de la classe, le dernier, le bonnet d'âne, etc. Dans notre parcours, on a des enfants comme ça, on s'est plus ou moins moqué, où on ne s'est pas senti harceleur pour autant. Hein, ou alors nous-mêmes, on a été en but à des moqueries. Donc c'est pas facile à identifier. À quel moment on est dans un processus de harcèlement. Évidemment que le harcèlement se fonde sur le rejet de la différence. C'est pas n'importe quel enfant qui est pris en cible. C'est pas n'importe quel enfant. Et des fois, quand on voit l'enfant, on se dit mais il n'a aucun stigmate extérieur. Il n'est ni grand ni gros, il n'est ni roux, ni blond, ni brun, ni blanc, ni noir.
Pourquoi cet enfant-là? Bien parce que cet enfant-là présente des fragilités personnelles qui fait qu'il n'arrive pas à réagir aux agressions répétées, et du coup c'est tellement rigolo de s'acharner contre lui. Ça, tout dépend de l'âge de l'enfant. Chez les plus jeunes, à l'école, on n'a absolument pas conscience d'être des harceleurs. C'est pour ça que c'est aussi compliqué de travailler sur cette problématique-là et de faire prendre conscience aux enfants qui sont dans ce processus-là et qui sont en train de détruire leurs camarades. Là encore, comme dans les jeux dangereux, c'est « et on joue, on joue ». Ah, ben elle est toujours en train de pleurer, etc. Ah, mais aujourd'hui, j'avais pas envie de jouer avec elle. C'est des choses qu'on entend régulièrement. Sauf que c'est toujours le même enfant qui entend ce genre de choses. Alors, mes ballons vous ont donné les grandes lignes. Un enfant qui régulièrement se fait pincer, tirer les cheveux, qui claque, qui croche-pied, ça devient insupportable. C'est vraiment, à un moment donné, c'est plus possible pour cet enfant-là. Les insultes, les moqueries à répétition, et puis le harcèlement indirect, les rumeurs. Alors ça, les filles, elles sont très fortes pour ça. Voilà. C'est faire courir, surtout au collège, elles sont redoutables. Alors pour nous, professionnels au niveau du collège, pour faire arrêter des rumeurs, c'est très très compliqué. Parce que, vous allez me dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Ok, d'accord. Donc si on dit quelque chose, c'est que quelque part ça doit être un peu vrai. Ben non, une rumeur, des fois, elle part sur rien. Sauf que pour arrêter une rumeur, même aller à contre-courant, donc plus je me défends, pourquoi tu te justifies? Pourquoi tu dis que c'est pas vrai? Donc c'est bien que tu as quelque chose à te reprocher, parce que si c'était pas vrai, ben d'abord ma copine ne l'aurait pas dit, et puis tu vois, puis l'autre me l'a dit, et la rumeur, c'est infernal, on l'arrête pas, on ne sait pas où ça commence, on ne sait certainement pas l'arrêter. Et puis après, il y a le harcèlement par Internet, donc ça, tout le monde est informé, hein, c'est vraiment un fléau, hein, c'est les insultes à répétition qu'on envoie sur les smartphones, téléphones, etc., etc. Et justement, la semaine dernière, j'étais en contact avec une maman qui avait donc alerté. Sa fille de 8 ans jouait un jeu sur Internet, un petit jeu, alors j'ai oublié le nom mais vous reconnaîtrez, c'est on a des petites poupées, puis on les habille, et puis donc du coup on se connecte avec les autres, on fait des échanges d'habits, de couleurs de cheveux, etc. C'est absolument inoffensif. Et vraiment, c'est un jeu inoffensif. Sauf que ce jeu, il y a des petites fenêtres de communication. Donc la copine, elle peut m'envoyer des petits messages. Eh oui, mais quand les messages, ils disent « Demain, on ne parlera pas à Dorothée, et puis si tu lui parles, tu ne seras plus ma copine, et puis Dorothée, il faut qu'on la détruise, etc. » Ça ne devient plus du tout inoffensif. Et cette maman, elle est tombée des nues. Parce que vraiment, à aucun moment... Elle savait qu'Internet, il fallait faire attention, le contrôle parental et tout, mais ce jeu était inoffensif. Et à un moment,